Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, atypique, la télévision belge francophone internationale rend hommage aux femmes algériennes dans cette émission spéciale du vrai dialogue. Depuis des siècles, elles se distinguent par leur courage, leur engagement et leur amour profond pour leur patrie. De la reine Dia, connue sous le nom de la Caïna, à Monique d'Hippone, mère d'Augustin d'Hippone, jusqu'à la grande résistante Lala Fatma Nsoumer, les femmes ont marqué l'histoire millénaire de l'Algérie. Dans l'Algérie contemporaine, elles furent également des milliers de militantes et de combattantes tombées en martyrs aux côtés des millions d'Algériens morts entre 1830 et 1962 pour que vive une nation libre et souveraine. Leur courage, souvent silencieux, a façonné l'histoire du pays. Aujourd'hui encore, les femmes algériennes continuent de s'illustrer dans tous les domaines. La science, la recherche, la culture, la justice, la politique et les responsabilités publiques. Elles participent pleinement à la construction de l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Pour en parler, nous recevons ce soir Maître Wafia Sidoum, qui fut la première femme bâtonnière de l'Algérie contemporaine, et la cinéaste Zoubaïda Mameria, qui évoquera notamment la mémoire de la première femme martyre tombée au champ d'honneur, seulement 19 jours après le déclenchement de la guerre de libération nationale. Madame, Monsieur, le vrai dialogue commence tout de suite. Madame Zoubaïda Mameria, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Madame Wafia Sidoum, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Madame Zoubaïda, je commencerai avec vous et je vous poserai la question suivante. Que représente pour vous le 8 mars globalement dans le monde et dans le contexte algérien? Alors globalement, c'est une fête qui a été motivée par des revendications légitimes des femmes du 19e siècle notamment, parce que les femmes du 19e siècle avaient besoin d'être considérées comme des êtres humains, comme des travailleuses, comme des personnes capables de contribuer à l'édification de la nation et d'un pays. Ça, c'est globalement. Donc, toutes les femmes du monde vont donc soutenir ce combat, c'est évident. Dans notre contexte, c'est beaucoup plus une fête où la femme apparaît comme quelqu'un qui est considéré, tout simplement. Ce n'est pas la revendication occidentale. La femme algérienne, d'une façon générale, la femme maghrébine, n'a pas travaillé dans les mines, n'a jamais travaillé dans les usines. Donc elle n'avait pas à revendiquer ce statut, la revendication d'une dignité ou bien d'un statut social de travailleuse dans ces institutions. Par contre, oui, la femme rurale travaillait la terre, mais elle le travaillait avec plaisir pour elle-même, pour la famille. Donc ce n'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Au départ, en tout cas, vous êtes du même avis, Madame Wafia? Oui, effectivement, moi, le 8 mars, pour moi, représente à l'échelle mondiale, c'est le combat des femmes. Maintenant, par rapport à mon pays, à l'Algérie, quelque part, comme a dit Zoubeida, la femme algérienne, pour elle, bon, c'est une reconnaissance, c'est le besoin peut-être d'une reconnaissance, mais à travers sa religion, à travers la société, elle a toujours été protégée quelque part. Maintenant, elle a toujours aussi revendiqué sa liberté. Même la femme rurale, quelque part, quand on connaît ce monde de femmes, des femmes de l'intérieur, au fond, quand on discute avec elles, on sait elles ont dans la tête cette idée de liberté et de dignité.
Ça, c'est pour moi, le 8 mars représente pour moi ce côté de dignité et de liberté de la femme algérienne. Madame Zoubeida, vous pensez que la femme algérienne, elle a une histoire particulière par rapport au reste Ah des oui, femmes dans le absolument, monde? absolument. Elle a toujours été présente dans l'histoire. Aussi loin que remonte la mémoire, on va rencontrer des femmes qui ont porté le flambeau. Pour être, elles ont été reines, elles ont été combattantes, elles ont été chefs d'armée. La Kaïna, par exemple, était reine à la fois et puis elle était chef d'une armée. Elle menait des combats. Elle va d'ailleurs créer des émules. Après la Kaïna, il va y avoir d'autres combattantes dans l'histoire. Moins connue dans l'histoire algérienne? Absolument, absolument. Le combat de Fatma Nsoum a été un combat reconnu et on en parle avec beaucoup de fierté parce que c'est une femme d'une famille très conservatrice qui va sortir et combattre, se battre carrément contre le colonialisme. Et Fatma Nsoum va être un modèle pour d'autres qui vont, après 1954, se battre pour l'indépendance d'Algérie, toujours pour la liberté. Là, c'était pour la liberté d'une nation. Puis après, il y aura un autre combat pour la liberté individuelle. Kaïna, la reine Deia, était quoi, une sorte de Jeanne d'Arc, vous pensez? Oui, Non, plus que elle ça. était, elle y reste, elle demeure. Plus que ça. Même, Je vous redonnerai la parole. comme le dit Zoubeida, plus que ça. C'est vrai que quand on dit Kahina, Dahia, c'est Dahia qu'on a. Dahia, c'est elle, Kahina. Quand on dit la Kahina, pour nous, c'est Jeanne d'Arc ou c'est plus. C'est le modèle extrême de la femme libre et digne. Fatma Nsoumer, Lalla Nsoumer aussi, qui a été à la tête d'un bataillon. C'est elle, par sa stratégie, en 1830, elle a réussi quand même à faire reculer. Même, il y a eu des soldats français qui en sont morts par sa stratégie. Donc déjà en 1830, la femme algérienne était à la tête d'un bataillon. Ça veut dire que on n'avait pas besoin d'arriver à ces années-là pour dire que la femme algérienne revendique sa liberté ou sa dignité. On a toujours été libre. Voilà. Zoubeida, on retourne un peu en arrière? On s'arrête Oui, un peu la à Kaïna était une reine. Oui. Elle régnait sur sa tribu. Elle était fille d'un roi, elle était fille unique. Et donc, elle va hériter du trône. Et elle était en même temps chef d'armée. Et elle avait sous sa dépendance d'autres tribus. C'était une confédération de tribus et elle était très obéisse. Elle était stratège. Et parce qu'elle faisait des plans avant d'attaquer ou de faire quelque chose, les gens pensaient qu'elle avait un don surnaturel. D'ailleurs, ça a été la même chose pour Fatma Nsoum. Quand la femme sortait de l'ordinaire et quand elle était capable de concevoir des plans extraordinaire, on pensait qu'elle avait un don surnaturel. C'était naturel pour le peuple algérien d'antan. Tout à fait. Les Amazirs, les femmes et les hommes libres. Oui. C'était naturel pour eux d'avoir à leur tête une reine. Et ils l'acceptaient. Ils acceptaient. C'était une dame qui savait commander, qui savait mener les hommes et les femmes. Et donc, elle était très obéie et très suivie. La Kahina va laisser son empreinte dans l'histoire algérienne. On ne peut pas la nier, son existence a marqué l'histoire par des hauts faits d'armes et aussi par une présence, parce qu'elle savait fédérer les gens, elle savait conduire des tribus entières vers la victoire, vers le consensus, vers le vivre ensemble. Elle était capable de faire ça. Et comme elle avait ces capacités, on pensait qu'elle avait des dons surnaturels. Donc on n'arrivait pas à s'expliquer cette intelligence extraordinaire, cette femme de haute qualité de commandement. On n'arrivait pas à expliquer cela. Une autre femme d'envergure, j'en parle parce que, vous le savez, hein, mesdames, le 13 avril prochain, j'allais dire Saint-Augustin, quel lapsus, Mon compatriote. Le pape Léon XIV rendra une visite officielle à l'Algérie.
Sa mère, Sainte Monique d'Hippone, un mot par rapport à cette mère qui Sainte- est très méconnue dans l'histoire ici. Sainte Monique n'est pas Sainte Monique d'Hippone, c'est Mona de Tagaste. Ça, c'est le vrai nom C'est le algérien. vrai nom, Mona de Tagaste a été mariée à un Numide. Donc, à l'époque, on parlait de Numides. Les Berbères, la région où elle habitait, c'était la Numidie. Et son mari était païen et ne croyant aucune. Elle était très pieuse. Elle avait le sentiment de l'existence d'un Et Dieu. Augustin aussi, au départ, était païen. Il est né païen, il a grandi païen, après il va devenir manichéiste. Donc il va pénétrer déjà le débat religieux par le manichéisme. Mais dans cette période de sa vie, il va vivre sa vie d'homme. Et d'ailleurs, il va avoir un fils, il va vivre en concubinage avec une femme, mais sa mère, les appels constants de sa mère, Mona, donc Monique, Sainte Monique, avait pressenti l'existence de Dieu et donc la rédemption par la croyance, par la ferveur. Et elle va l'appeler constamment. Et ces appels n'ont pas été vains puisque il va carrément embrasser le christianisme. C'est pas le christianisme, il était à la recherche de Dieu. Un Dieu invisible qui ne peut pas être humain. Et donc c'était cette communion avec Dieu qu'il recherchait. Et donc il va écrire les confessions, il va lui faire les confessions. Oui. C'est-à-dire voilà ce que j'ai fait de mal et est-ce que je peux être pardonné. Donc c'était ça. C'est une relation de Saint Augustin directement avec Dieu. Et non pas, il n'était pas dans la logique d'appartenance à une religion. Non, il était dans la quête inassouvie de Dieu. On revient un petit peu à notre sujet. Nous sommes le 8 mars. Monique, Sainte Monique. Sainte Monique. Et vous aviez dit auparavant, elle était chez vous. Vous êtes de la même ville. Tout à fait. Nous sommes nés, je suis de Soukaras, donc de Tagaste. Et l'endroit où habitait Saint-Augustin, l'olivier de Saint-Augustin existe toujours. C'est là qu'il allait méditer, où il avait écrit pas mal de ses livres. Donc c'est la même région. Mador est à quelques kilomètres de Soukaras. C'est la première université d'Afrique et je crois même du bassin méditerranéen. Il avait étudié là-bas. C'était une parenthèse, parce que le sujet reste ce 8 mars, cette journée internationale des droits de la femme. Maître Wafia Sidhoum, pourquoi, à votre avis, la mémoire des femmes algériennes dans l'histoire manque encore de visibilité? En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont combattu, qui ont mené un combat, mais qui sont méconnues dans notre histoire. Je pense qu'on devrait se pencher surtout vers l'éducation, l'instruction, et parler de toutes ces femmes. Parce qu'effectivement, quand on parle du 8 mars ou quand on parle du combat de la femme algérienne, il n'y a que quelques noms qu'on connaît, Jamila Bouhired, Hassiba Ben Bouali, on parle de certaines femmes, alors qu'il y en a d'autres, il y a des milliers de femmes qui sont méconnues parce que on n'en parle pas assez, parce qu'on n'instruit pas assez à l'école, on ne parle pas assez de ces femmes-là. Je pense qu'il faut introduire un volet et faire des recherches, écouter aussi ces moudjahidettes, prendre des témoignages, regrouper surtout tous ces moudjahidettes qui ont des noms. Je pense qu'il faut profiter de leur présence parce qu'il y a beaucoup qui sont encore en vie, qui sont âgés certes, qui sont peut-être malades, mais je pense qu'il faut aller vers elles et recueillir tous les témoignages. Il y a même dans les villes d'intérieur, il y a encore des femmes qui, elles, connaissent, qui ont des noms de femmes qui sont décédées ou qui sont encore vivantes, qui ont combattu, qui ont fait la guerre et qui sont tombées dans l'oubli. Ils sont tombés dans l'oubli pour des raisons qu'on ignore, parce que peut-être qu'on n'a pas fait de profondes études, parce qu'on n'a pas cherché à recueillir tous ces témoignages. C'est à nous d'aller chercher
tous ces témoignages et apporter ces noms, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ces femmes restent dans l'oubli. Il ne faut pas que ces femmes restent dans l'oubli. Voilà. La transmission, hein, c'est tout de Voilà. même un maître mot, la transmission de la mémoire, Tout à fait. Madame Tout à fait. Zubaida. Alors, Elle est je importante. rebondis sur ce que vient de dire Wafiane. La femme, par sa nature, l'Algérienne, elle est assez timide. Elle n'aime pas être tellement... Ces femmes-là qui ont combattu, elles n'ont pas revendiqué parce que pour elles, c'était naturel de se battre, mais ensuite de se replier. Elles n'ont pas tellement cherché à se faire connaître. C'est que par la suite, elles ont été un petit peu politisées. Certaines ont été directement médiatisées, fortement médiatisées. Elles ont été en fait des figures de proue et des héroïnes qui représentent l'Algérie. Mais les oubliées, les fameuses oubliées, parfois c'était un choix personnel, dans certaines régions. D'autres, au contraire, cherchent aujourd'hui à être connues. D'ailleurs, il y a des organismes, des associations qui les rassemblent. Mais elles sont reconnues, elles ont leur carte de Moudjahidette. Oui. La plupart sont répertoriées, sont connues, elles ont des noms listés, donc elles touchent leur pension, elles sont reconnues comme Moudjahidette. Moi, j'ai fait justement cette recherche parce que j'habite une région où je passe régulièrement de Annaba à Soukaras, je passe à côté d'un endroit, Djesfa, et à cet endroit-là est tombée la première femme martyre, un 19 novembre 1954. Et j'ai toujours perçu sa mort comme quelque chose d'injustice, en quelque sorte. On va en revenir, hein, on va Voilà. parler de cette première femme martyre au lendemain du déclenchement de la guerre de libération, le 1er novembre 1954. Toutes les deux, inconsciemment, dès qu'on parle de la mémoire et de la transmission, inconsciemment, vous me parlez de l'Algérie des années 54. Elle est importante. On va en parler de la guerre de libération et du rôle des femmes algériennes. Je posais la question globalement. On a retenu le nom de la Kaïna, de Fatma Nsoumer, mais à mon sens, il y a eu aussi, vous disiez tout à l'heure, des milliers de femmes qui ont contribué à l'évolution, à l'émancipation de la femme avant l'islam, hein, de l'Algérie numide. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Moi, en fait, quand bien même je suis née après l'indépendance, mais l'histoire que je retiens, l'histoire que ma mère, que ma grand-mère, que d'abord c'est au niveau de la famille. Donc ça se passe par l'oralité aussi, cette transmission? Oui, il y a cette transmission. Parce que nos mamans, nos grands-mères ont vécu cette guerre, ont vécu l'injustice commise et tous ces crimes commis par le colon. Et donc, elles connaissent même, elles ont même des noms de femmes. Absolument. Des femmes. Quand je dis ma grand-mère, donc je suis du côté kabyle. Donc, je parle de femmes en Kabylie. Je dis Lelane Soumer, c'était en 1830. Mais il y a eu d'autres femmes après aussi, qui ne sont pas connues, qui sont méconnues. Par contre, dans certaines familles, on retient leur nom. C'est comme ça. On est en train maintenant de récolter. Personnellement, je récolte certains noms. Je vais même vers leur famille. J'essaie de voir. Alors la femme, même si elle est décédée, elle est la femme de qui, elle était la fille de qui, et on va et on remonte. Et effectivement, comme l'a si bien dit Zubeida, il y a certaines familles qui refusent de se mettre au devant de la scène, par pudeur, il y a même certains qui me disent, on a fait ça parce que par devoir, un combat pour Dieu, parce que chacun conçoit le combat. On ne veut pas qu'on cite nos noms. D'autres noms, on dit effectivement, on a nos cartes de Moudjahidette, mais effectivement, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas mis sur la scène quand il y a des événements, on est méconnu et tout. Nous, notre rôle, donc, personnellement, je pense que même Zubeida, et on est un groupe de femmes, d'ailleurs on est un groupe d'avocats, prochainement je vous dirai, un groupe d'avocates qui œuvront à mettre de l'avant
et à éclairer et à apporter ces noms méconnus. Donc, personnellement, on s'est donné la parole parce que c'est injuste quand même d'oublier ces femmes. C'est injuste. Vous leur reconnaissez ce rôle décisif dans la libération Tout à fait. des femmes algériennes? Oui. J'ai en mémoire là une autre Zoubeida, Saleha Zoubeida, à l'ouest, elle était médecin et elle est allée au Maquis et elle est morte au Maquis. Et pendant longtemps, on a un petit peu ignoré parce qu'elle était d'une très grande famille. Et quelque part, on ne voulait pas qu'on sache pratiquement qu'elle était au Maquis, que cette femme a pris la liberté d'aller au Maquis. Ouais. Et donc, c'était un petit peu tabou. Tabou. Et ce n'est que maintenant qu'on est en train de... On a fait un film sur elle, Oui. Zoubeida Ouelqabriya. Oui. Et on a fait aussi, on a nommé un lycée de filles qui porte son nom. Oui. C'est-à-dire, c'est les prémices d'une reconnaissance. Mais c'est en train de se faire. Parce qu'il y a eu de la timidité de la part des combattantes elles-mêmes. Il ne faut pas quand même négliger cet aspect. Il y avait une sorte de volonté. On a fait ça pour l'histoire, pour le pays, mais c'est fini, ça s'arrête là. Et maintenant, il y a une autre forme de revendication quand même, pour l'histoire, pour la mémoire. Par exemple, moi, je suis à la recherche de toutes ces oubliées pour les faire reconnaître, tout simplement. Vous, toutes les deux, vous faites un excellent travail pour la mémoire, pour la transmission, pour le rôle décisif qu'ont joué les femmes algériennes durant la libération, entre 1954 et 1962. Maître Wafia Sidhoum, que représente pour vous la première femme martyre tombée au combat? Je le disais à l'introduction, qu'est-ce qu'elle représente pour vous par rapport à la mémoire nationale, avant de m'élargir avec Madame Zoubeida, parce que c'est elle la cinéaste, et elle va nous dire un mot par rapport au film qu'elle a consacré à cette dame. Et cette dame, cette martyre, s'appelait Dzahir Chayeb. Qu'est-ce qu'elle représente déjà pour vous, femme de l'indépendance, parce que vous êtes née après l'indépendance? En fait, la première réponse, je vais vous dire, c'est mon symbole. C'est le symbole de la liberté, de la dignité. Pour moi, il n'y a pas plus grand symbole que cette première dame martyre. Je pense que c'est... Je sens cette fierté, même si elle n'est plus là. Je sens... quand on parle de cette première femme martyre, d'abord, je vois en elle la gloire, le succès, la réussite, la dignité, la liberté. Ça ne me pousse à suivre ces pas. C'est-à-dire qu'elle nous a ouvert un passage. Et ça, je le lui reconnaîtrai pendant toute ma vie tant que je suis vivante. Et je vous dis, c'est le plus beau et grand symbole de la liberté. Vous vous rendez compte, elle s'appelle Dzahir. Elle va nous expliquer, Zoubeida, pourquoi elle s'appelle Dzahir. Elle avait à peine une petite vingtaine d'années. Elle a combattu pendant 19 jours, non, un peu moins, donc du 1er novembre jusqu'au 18, la nuit du 19, entre le 18 et le 19, à 3 heures du matin, ils sont morts. Vous lui consacrez un film, un long métrage. J'avais commencé déjà par une autre, Hanna Chia, j'ai fait un film sur elle, c'était l'une des femmes de Ahmed Bey. Oui. Et c'était la fin de Ahmed Bey. Oui. Il faut expliquer qui est Ahmed Bey, parce que nous sommes une télévision belge francophone internationale. Nous sommes regardés par beaucoup de francophones à travers le monde, en France, en Suisse, au Canada et partout en Afrique francophone. Et donc cette femme aussi était une combattante, c'est une oubliée aussi. J'ai essayé de la faire vivre à travers un film. Et je cite aussi, tout à l'heure tu as parlé des femmes kabyles, Khadija, qui elle va après son père. Son père était le dirigeant d'une grande zaouia. Oui. Donc il diffusait le savoir et aussi de la politique, il faisait de la politique. C'était la période de transition, les derniers jours de l'Empire ottoman et l'arrivée des colons. C'était une période charnière où cette femme va diriger la zaouia après son père. Oui. Et c'est pas une mince affaire, vraiment pas une mince affaire. Elle a dirigé d'une pointe de fer.
On Voilà. revient à la jeune fille qui s'appelle Zahir Alors, Chaïb. Zahir, chez nous, à l'Est, on donne des prénoms de villes aux femmes. On a Sahara, on a Le Sahara, le donc Sahara, le désert. Bahriya, c'est-à-dire océane, Zahir, Algérie. donc, l'Algérie, Tunis. Ce sont Oui, des Tunisie. noms, on leur donne des noms De pays. géographiques, j'allais dire. Et Zahir s'appelait Zahir, donc voilà. Et c'est une fille qui habitait une région rurale, et c'était un espace à la fois proche de la route carrossable, mais aussi en retrait. Et c'était donc un emplacement idéal pour commencer donc les entraînements paramilitaires par un grand militant que je vais citer ici, c'est Badji Mourtar, Oui. le grand Badji Mourtar. Il y a une ville au bout de la corne de l'Algérie qui s'appelle Badji Mourtar. Badji Mourtar. Oui. Donc, et c'était lui le chef de la zone. Et donc il venait faire c'était aussi une cage d'armes. La ferme était une cage d'armes. Et cette fille va être initiée au nationalisme depuis 1945. Donc, par petites touches comme ça, elle ne comprenait pas très bien. Parce qu'à l'époque, il faut dire une chose, quand le déclenchement de la Révolution, il n'y avait que les initiés qui étaient au courant. Mais le grand peuple ne savait pas. On était très malheureux. C'est une colonie de peuplement. C'est affreux, c'est affreux. Il faut vivre ça pour savoir ce que c'est. Mais, lorsqu'on a décidé de faire la guerre à la France et donc combattre cette colonie de peuplement, c'était quand même assez secret. Et les gens qui étaient initiés étaient très, très peu nombreux. Mais la grande masse va apprendre de proche en proche. Elle va pénétrer l'esprit. Et il fallait donc créer la nation autour de la notion de liberté. On parlait de liberté depuis tout à l'heure. C'est autour de la notion de liberté que la nation algérienne va se constituer et va faire front, finalement, avec les moyens du bord au départ, contre le colonialisme. Et cette femme, donc, voyait venir la guerre. Elle la voyait venir. Et comme la localité était située à côté d'une mine de zinc, et l'arrière-pays était donc fait de mines, le minerai de fer, le phosphate, le plomb, le cuivre. C'est une zone minière. Et la France, à l'époque, avait besoin de ce minerai. Elle avait créé une ligne de chemin de fer avec un viaduc. Tahmamim ça s'appelle comme ça. Et donc le grand chef Badji Mourtar avait une obsession, c'était couper la route au drainage donc du minerai vers le port d'Annaba. C'était sa quête sacrée. Une stratégie pour contrer Tout à fait. la France coloniale. Voilà. Et donc, il avait élu domicile dans cette ferme parce que c'est une position stratégique pour lui. C'était à côté du viaduc et il devait faire tomber ce viaduc. Et c'est à partir de la mine de zinc qu'on avait les bâtonnets de dynamite. On aura largement le temps, si on dit aux téléspectateurs d'aller, je pense que c'est libre de droit, votre film intitulé Zahir, Zahir. qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. à Donc il suffit de noter le nom de la cinéaste. Vous êtes Madame Zoubaïda Mameria. Votre film est intitulé Zahir, Zahir. qui a un double sens. Le prénom de cette première martyre côté de la symbolique. Révolution, et voilà, et le nom de Elle va l'Algérie en représenter arabe. l'idéal de tous Absolument. les combattants Donc, de cette époque. moi, j'appelle tous les francophones du monde d'aller regarder votre film de 90 minutes. Aussi, Madame Chaïb, Madame, Sidoun. Sidoun. pardonnez-moi, c'est Chaïb, c'est la martyre, hein, Bah, Zahir Chaïb. Madame Sidoum, aujourd'hui, l'Algérie est à 63 ans de l'indépendance de l'Algérie. Est-ce que aujourd'hui, les femmes algériennes ont conquis leur véritable place dans cette Algérie indépendante? Personnellement, je dirais oui, bien sûr, elles ont conquis. Maintenant, il reste, c'est sûr qu'il y a des défis encore. Il reste beaucoup à faire. Mais 63 ans, la femme algérienne a conquis l'espace
d'ailleurs public, politique, socio-économique. La femme algérienne est partout. Elle est cinéaste, elle est avocate, elle est magistrat, elle est wali, elle est ministre, elle est pilote, elle est générale. Oui. Elle est générale. C'est une parente. Oui. Voilà. Elle est médecin. En fait, dans tous les domaines, on trouve la femme algérienne. Maintenant, il y a aussi, comme il y a la femme algérienne, il y a toujours aussi ce côté timide, ce côté pudeur, ce côté aussi tradition, us. C'est un héritage. C'est un héritage. C'est-à-dire que... Elle n'aime pas se mettre en avant. Voilà. Comment pallier la vie familiale et la vie professionnelle. Et là, c'est un choix. Parce que je vous dirais, personnellement, moi, je suis arrivée à une conviction, c'est que l'État fait tout pour l'émancipation de la femme. Je pense que vous partagez mon avis. Tout à fait. Maintenant, il reste à nous de nous imposer. Je pense que la femme, depuis l'indépendance à ce jour, elle a su s'imposer. Maintenant, il y a certaines qui préfèrent, je dis, moi, je travaille, mais je veux pas aller jusqu'à... Je peux être mieux sur le plan professionnel ou occuper un poste plus important. Mais tant que j'ai ma vie de famille, je veux pallier Elle préserve. Elle préserve ce côté. C'est-à-dire que c'est la volonté. Il n'y a que la volonté de la femme qui fait que si elle peut accéder à ces postes ou non. Sinon, je pense qu'on a toutes les portes qui nous sont ouvertes, je pense. Il suffit de travailler. Madame Zubaida, laissez-moi vous interpeller. Il est dit en Algérie, pas seulement, vous savez, c'est un peu partout dans le monde, hein, même en Europe. En tout cas, en Algérie, puisqu'on rend hommage aujourd'hui aux femmes algériennes à travers cette télévision belge, 66% des bacheliers sont des bachelières. 70% des Master 2, des ingénieurs, sont des femmes en Algérie. Et ma question, et sans langue de bois, s'il vous plaît, Bien sûr. est-ce que vous pensez que toutes ces avancées évoquées par Wafia paraissent aujourd'hui à côté de quelques manquements? Vous savez, c'est d'abord une conquête. La femme, après l'indépendance, même un petit peu avant, puisque moi j'ai été une formation... La femme c'est une véritable conquête. Elle est allée vers le savoir et elle a conquis le savoir, un grand savoir, c'est-à-dire un savoir d'un très haut niveau. Et à ce moment-là, elle a démontré ses capacités intellectuelles. On peut pas dire non. Elles sont là, c'est évident. Vous avez des secteurs qui sont pratiquement féminisés. Vous avez l'éducation, la santé, un petit peu la magistrature. Donc, ce sont des trucs très sensibles, très, très sensibles. Ils ont été occupés lentement par la femme. Sans crier gare, la femme a silencieusement, pudiquement. Oui, elle a pris position. Et l'éducation, elle est en train d'éduquer les générations. Oui. Donc, peu importe dans quelle langue. Oui. Mais elle éduque les générations. Et s'il y a des succès, s'il y a... Vous savez, notre petit Algérien formé à l'école algérienne, une fois à l'étranger, il brille. Oui. Il est parmi les premiers. Ça veut dire que notre école est performante. Moi, c'est ça. Oui. Mon évaluation s'arrête là. Et quand je parle de la femme, aujourd'hui, il y a une forme de pudeur. Elle se contente de ce qu'elle a. Elle a une famille. On a très, 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 très famille. On a l'esprit famille. La famille compte beaucoup pour nous. La cellule familiale. On est allé de la famille élargie, la tribu, vers la famille nucléaire, mais on la préserve beaucoup, pourvu que ça dure. Ouais. Et dans cette position, parfois, c'est la femme qui dit non, moi je me contente de ce que j'ai fait. Elle est médecin, elle fait ses heures d'hôpital ou bien dans son officine et elle rentre. Je voudrais maintenant, moi, demander, si c'est possible, qu'il y ait justement plus de visibilité pour la femme. Qu'elle ait, par exemple, des postes de commandement, des postes de grands portefeuilles dans le gouvernement.
elles sont ministres actuellement. Elles dirigent le tourisme, elles dirigent l'artisanat, elles La dirigent culture. la culture. C'est ma ministre. Mais Moi, je l'appelle corrigez-moi. ma ministre parce qu'elle est extraordinaire. Cette femme. Corrigez-moi, et corrigez-moi, mais depuis l'indépendance de l'Algérie en Oui. 1962, on n'a jamais vu une femme occuper un ministère de souveraineté. Si, Il n'y a jamais eu. de l'indépendance, il y a Zohr Lounissi qui était ministre de l'Éducation. Ce n'est pas un C'est la ministère. première. C'est un ministère de souveraineté. Tout à fait. Il y en Non, a pas quatre. souveraineté, pas souveraineté. Non, je Mais parle de important, ministère. c'est un ministère à Ministère par de exemple. souveraineté. Non, il n'y a pas eu. C'est-à-dire Non. Justice. L'armée, ministère des Affaires étrangères, l'armée, ministère de la l'intérieur, Défense, l'intérieur. ministère de la Justice Ouais. et ministère, le troisième, de l'Intérieur, je Oui, pense. oui. Jamais. Il y a pas eu- non. On est d'accord. Oui. Vous Moi, faites, je veux que... faites un appel Ouais. au Ouais. Premier ministre actuel, hein, Tout à fait. qu'il y Qu'il y ait des pense. femmes, par Qu'il y ait exemple, des ministre femmes. de l'Intérieur. Je suis sûre qu'elle fera des miracles. Oui. Oui. Il y a des Je femmes. voudrais Oui. qu'il y ait une femme... Elle a fait, elle, un miracle. Tout Et à on fait. a attendu longtemps pour que une grande avocate de la région de Bouira, Tout à fait. vous savez, une partie de Bouira, c'est une Elle ville... ferait un beau ministre. Laissez-moi lui poser la question. Elle a, Madame Maître Wafia Chidhoum est la première bâtonnière de l'Algérie indépendante Et même du Maghreb. et du Maghreb. Oui. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Maître? En fait, c'est d'abord pour moi, c'est la consécration, c'est la consécration de toutes mes années de labeur, parce que Bouira faisait partie de l'ordre de Tizi Ouzou. Donc, il fallait rien que pour avoir son attestation d'exercice, il fallait se déplacer de Bouira vers Tizi Ouzou. Il faut admettre, il faut reconnaître que j'ai été aidée par un homme qui est par des hommes qui étaient mon bâtonnier à l'époque de Tizi Ouzou, à qui je rends hommage, Maître Si Youssef, qui lui était le bâtonnier de Tizi Ouzou. Comme j'étais membre de cet ordre de Tizi Ouzou pendant 4 mandats, et que je me disais, mais pourquoi Bouira n'a pas son ordre? Il était là, d'accord, ouvert d'esprit. Il a dit, oui, je vais vous aider à créer votre ordre. Bien sûr, il fallait une décision du ministère de la Justice. Là aussi, le ministère nous a aidés, parce qu'il pouvait nous refuser, parce qu'on n'était pas très nombreux à Bouira. Il fallait que je récolte 400 signatures. C'est-à-dire que, en tant que femme, n'oubliez pas que Bouira est une ville de l'intérieur. Très Donc, conservatrice. Très conservatrice. Donc vous avez dû briser les barrières J'ai pour y dû- parvenir. Exactement. Et j'ai pu récolter. J'ai été élue par des hommes et par des femmes. Et je pense, après moi, maintenant, il y a une seule, qui est celle de Mascara. Mais je vous dirais que c'est un passage que je ne regrette pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je pensais avoir... J'ai fait de mon mieux. En tout cas, j'ai été à l'origine de la création de cet ordre. Et ça m'a permis aussi d'être présidente du comité national de l'UIA, qui est l'Union internationale des avocats. Et il faudrait que vous sachiez que pendant que j'étais bâtonnier, dans mon ordre, on était 19 membres. Il y avait 8 femmes membres à Bouira. Et quand je vous dis 8 femmes, il y avait une de Mchedala, c'est une ville de l'intérieur, une de Ain Bessem, une ville de l'intérieur, une de Sol Roslen, c'est une ville de l'intérieur. C'est ça, Et les victoires. Voilà, pour moi, c'est ma plus belle victoire. Maintenant, quand les gens vous succèdent, c'est-à-dire que, bon, je dis, je fais tant bien que mal, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai fait des sacrifices. J'ai pas vu mes filles grandir. D'accord? Parce que voilà, c'est pour ça que la femme, elle préserve sa famille. Heureusement que j'avais une autre femme qui, pour moi, est la plus grande combattante à mes yeux, c'est ma mère, qui m'a aidée. Elle m'a aidée à ce que je m'impose, et elle m'a aidée à élever mes filles. Voilà. Mais la création de l'ordre de Bouira, en tout cas, je peux dire que j'ai marqué l'histoire. Et j'espère qu'il y aurait d'autres femmes. Il y a peut-être, on est à 23 ou 24 ordres de barreaux. Il y a une seule. Je trouve que c'est très timide. Vous savez, on est très spontané. Je suis très spontanée dans cette émission. Oui. Vous avez évoqué la Bouira, qui est un chef-lieu de wilaya. Oui. Et vous avez cité une série de daïras, Oui. c'est-à-dire des Oui. sous-préfectures, ce qu'on Oui. appelait à l'époque Oui, voilà, coloniale des des daïras. sous-préfectures. Oui. Hein, Inbessam, Inbessam, oui. etc.
il y a une autre commune ou une daïra qui s'appelle Birabalou, Oui. qui a vu naître un très grand avocat algérien. Oui. À mon sens, il est le plus grand avocat. Brahimi. Il s'appelle Maître Miloud Brahimi. Miloud Brahimi. Permettez-moi aujourd'hui de lui rendre hommage. Il On est lui un rend- un petit peu malade. Oui, il est Maître fatigué. Miloud, toute notre pensée, toute la grande pensée de toutes les femmes aujourd'hui du 8 mars. Oui. Il a été bâtonnier, je pense, lui-même aussi. Il a exercé beaucoup à Alger, oui. Très bien. On revient Mais un il est petit de peu- Bouira, effectivement. Il est de De Birabalou. Oui, il a de Berbalou. Bouira. Oui. Ouais. Madame Zoubida Mameria, on revient un petit peu au rôle que peuvent ou que peut jouer le cinéma dans la transmission de la mémoire des femmes en Algérie. Tout à fait. Moi, j'invite les gens à s'investir dans ce domaine pour révéler justement Oui. certaines figures féminines qui ont marqué l'histoire. Que ce soit dans le passé lointain, comme l'Antiquité, par exemple, faire des films sur la Kahina, ce serait d'actualité. Hein. Faire des films sur les femmes combattantes, on n'en fera jamais assez. Il y a eu quand même des femmes qui ont brillé par leur action. Donc ce sont des témoignages finalement. C'est un petit hommage qu'on leur rend en faisant des films sur leur parcours. Je voudrais aussi, à travers le film, parce qu'une image vaut 1000 discours. Moi, quand j'ai fait le film sur de Zahir Zahir, Chayeb. je voulais d'abord que les gens la voient vivante. Oui. Parce que parler d'elle morte, elle est morte. Même en martyr, elle est morte. Mais je voulais d'abord qu'on la voie vivante. Comment elle agit, et cette jeune fille encore pleine de vie, qui aspire à la vie, qui aspire à un avenir. Quoi. Elle avait quel âge, je le disais Elle tout à avait l'heure. entre 22 23. Vous savez, dans les zones rurales, on C'était s'emballait une pas jeune beaucoup fille. pour, Oui, elle était très jeune. l'état civil. On inscrivait les enfants tardivement. Et il y avait donc, ça tournait autour de la vingtaine. Et c'était donc une jeune fille pleine d'espoir. À quoi pouvait rêver une Oui, jeune une fille de jeune cet fille. âge-là? C'est au prince charmant et de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Bon, mais bon, elle a pris la tangente, elle est allée ailleurs et elle a payé de sa vie. Et aujourd'hui, il faut reconnaître son combat et reconnaître justement son sacrifice. Et moi, je voulais qu'on la voie vivante à travers l'image. Et si elle meurt, je veux conserver sa mémoire. Et je me suis battue aussi pour qu'on le sache. Et beaucoup de gens, et notamment au niveau du ministère des Anciens Moudjahidines, ont été surpris De de l'existence de cette femme oubliée. Comme elle le disait Maître Wafia Chidoum tout à l'heure, il y a des milliers de Des milliers. Zahir Et elle, Chayeb. c'était la première tombée. Alors, on n'a pas le droit de l'oublier. Quand même, c'est un symbole et qu'il faut conserver. Et effectivement, là, on va lui reconnaître donc un statut à tel point que le 19 novembre est considéré comme la journée de la femme martyre. Elle est en train de travailler les mentalités et l'histoire. Vous direz tout à l'heure vos projets, hein, parce on va tout doucement vers la fin de l'émission. Maître Sidoum, on parle maintenant de l'instant présent. Alors, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes algériennes? Alors, personnellement, je dirais le défi de la femme algérienne, c'est d'abord de persévérer, de continuer, d'avancer, de ne pas reculer, de s'imposer par le travail. Il faut continuer. Nous avons nos symboles. On nous a déjà tracé Une voie. notre voie. Donc, il suffit qu'à nous, à toutes ces jeunes, je dirais, œuvrer à marquer votre histoire, marquer votre passage. Il ne faut pas que la femme algérienne, il faut que son nom soit inscrit dans l'histoire. Par n'importe quelle. Je vais vous dire, il y a des femmes à l'intérieur qui font de l'agriculture, des femmes artisanes. Maintenant, depuis un moment, vous avez vu. Mais c'est un grand combat. Il ne suffit pas d'être avocate ou magistrat. C'est-à-dire que marquer son passage
d'une manière ou d'une autre. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Moi, d'ailleurs, je félicite et je rends hommage à toutes ces femmes de l'intérieur. Je connais, par exemple, j'ai une consoeur, Linda Eljou, dont la sœur est à Constantine. Vous savez, elle me ramène des produits, le liquide, voilà, de za'atar, de la sauge, c'est ça, les herbes. Des produits terribles. C'est elle qui fait ça, même de l'eau de rose. Moi, je vous garantis que les Françaises, les Belges, les Suisses ne vont rien comprendre. Je vous avais dit d'éviter des appellations en arabe. De l'eau de rose, Ah, par exemple de l'eau de rose Donc, ou en de tout cas, l'eau. le plus important, c'est que quand une femme Oui. est engagée à réaliser un travail, travail. elle le fait avec beaucoup plus de munitions, de motivation. Voilà. C'est cela qu'elle veut dire, Maître Wafia Tout à fait. Sidoum. Oui. Tout à fait. La femme est consciencieuse dans son travail. Ce qui manque, est que justement, la femme se bat aujourd'hui pour le changement des mentalités. Il y a des mentalités, vous savez, les changements de mentalité ne se font pas comme ça. Oui. Il faut. C'est un processus. C'est un processus, mais il faut pousser un petit peu. Surtout, il faut persévérer. Les changements vont venir de toute façon. De fait, la femme est dans la rue, la femme est dans l'espace public. Autrefois, elle ne l'était pas. Elle était cachée. Aujourd'hui, qu'elle soit voilée, qu'elle soit hyper moderne, tout ça, elle est dans l'espace public. Elle travaille et elle a son poste. Et tout est égalitaire, c'est-à-dire sur le plan du salaire, sur le plan des postes. Pour le même diplôme, vous avez les mêmes postes, vous avez le même salaire. Il n'y a pas de disparité dans ce domaine-là. Ce qui reste, c'est un tout petit peu les changements de mentalité. Qu'on fasse Et c'est le plus difficile, le hein, plus comme dans difficile toutes les pour sociétés du admettre, monde. par exemple, qu'une femme puisse diriger le ministère de la Défense. Si on arrive à ça, ça veut dire quoi? C'est la consécration et c'est la reconnaissance que la femme peut être présidente de la République, que la femme peut être, je sais pas moi, parce que tous les postes de commandement sont entre les hommes, entre les mains des hommes. Malgré la supériorité intellectuelle de la femme, elle l'a prouvé, les chiffres parlent. Donc j'aimerais que la femme algérienne ait des postes de commande. Et je vous assure. À bon entendeur, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, le Premier ministre, les femmes, vous êtes certainement à leur côté et vous pouvez prouver que vous pouvez diriger, être à la tête en tout cas d'un... Moi, à mon âge, non, je ne vais pas prétendre à je ça. parle en général des femmes. En général, il y a des femmes qui sont capables. Oui. Capables de diriger le pays, de diriger le Sénat, de diriger le Parlement, Oui. de diriger des ministères de souveraineté, tous les ministères. Vous mettez une femme. Vous pensez que les jeunes générations de femmes sont-elles différentes par rapport aux femmes d'hier? Ben oui. Attends, Dites-moi. le temps a fait son effet. Oui. Et puis, il y a des communications à travers la parabole, on voit ce qui se passe dans d'autres pays et on se calibre, c'est-à-dire on n'est pas comme les autres, on est comme ça, on est en train de se faire des profils typiquement algériens. On n'a pas à rougir d'être algérien ou bien on veut absolument ressembler aux autres. On veut Non, pas on n'est ressembler pas aux autres. féministe, Voilà. par exemple, Non. chez nous. Et ce n'est pas plus mal, hein. Oui, ce n'est pas plus mal. On n'a pas ce côté combatif du féminisme. Non, non, pas du tout. C'est pas dans cet esprit-là qu'on est. Par contre, on existe et on veut exister et on veut occuper notre place dans l'espace. Et c'est ça le clair. féminisme Pas- modéré. pas Il y a dans- même des hommes féministes, Oui, n'est-ce oui. pas? Mais pas oui. exaspéré. Pas exagéré, Voilà. pas exagéré. C'est pas dans cet esprit-là. On n'est pas dans cette logique. On est dans égalitaire. Égalitaire Changer avec les cherche la mentalités parité. aux côtés des hommes. Voilà. Les Ah oui, femmes oui, oui, ne oui. sont pas anti-hommes, elles veulent travailler Travailler côte à côte. Oui. Elles veulent être aux côtés de l'homme. Moi, je dirais que l'un des défis, effectivement, parce que c'est vrai que nous n'avons pas conquis tout l'espace, c'est vrai. Donc, cette question de parité hommes et femmes, il faut œuvrer. Il faut, ces jeunes, justement, c'est la jeunesse. Il faut œuvrer à arriver à ce résultat qui est parité homme-femme. En 2026, effectivement, certaines ministres, certaines, il y a des walis, mais c'est pas assez. Le constat, c'est vrai, ce n'est toujours pas assez encore. Donc, notre défi, en principe, c'est d'aller de l'avant,
continuer, lutter, travailler, et à côté de l'homme, mais lui reconnaître aussi. L'homme doit aussi reconnaître et accepter que la femme peut aussi accéder à des postes très importants. Oui. Des postes de commandement. Madame Sidoum a fait référence rapidement, mais on ne va pas polémiquer parce que ce n'est pas le Non, pas sujet. du tout, ça. On a envie d'être heureuse aujourd'hui. Oui, Elle a fait référence au système de quotas et Oui, à la parité. parité. Vous êtes pour la parité ou pour le quota? Moi, je suis pour l'égalité, ça c'est clair. C'est pas... D'accord. Et quand je vous dis que les femmes qui sont... Avec le système des quotas, on peut parvenir à Je l'égalité? n'aime pas les quotas, non. Parce que pour moi, le mérite et les compétences. C'est meilleur. Les femmes sont compétentes, les femmes sont capables. Voilà, moi je veux pas des chiffres, non, je sais pas un échiquier, non pas du tout. C'est les compétences qui parlent. Je voudrais qu'on reconnaisse à la femme ses compétences, tout simplement. Qu'elle est capable de diriger. D'ailleurs, toutes les femmes qui ont des postes de ministère et des postes donc elles dirigent très très bien leur secteur. Oui. Les femmes qui ont des wilayas, elles dirigent très bien leur wilaya et leur daïra. C'est comme, vous savez, la femme, quand elle est chez elle, elle aime bien décorer sa maison, elle aime bien que ça soit propre. C'est le même esprit. Quand elle dirige un secteur, elle agit de la même façon. C'est comme si c'était chez elle et elle va à la perfection. Je suis aux côtés de Madame la ministre de la Culture et je vous assure que c'est une grande dame. Ah oui. Je lui vois, elle est jeune, donc c'est un grand avenir qu'elle attend. J'espère qu'un jour, elle aura un autre secteur de commandement. Je suis sûre qu'elle pourra le faire. Elle est professeure de philo. Oui. Elle a la chaire de philosophie. On lui dira de suivre cette émission. Certainement, je vais Très lui bien. dire. Très bien. Maître Wafia Sidoum, que diriez-vous aujourd'hui aux jeunes filles algériennes qui regardent cette émission aussi? Je dirais à toutes ces jeunes, d'abord, je leur souhaiterais une bonne fête du 8 mars. Et mes conseils, c'est de persévérer, de s'imposer par leurs études, par leur savoir. Il ne faut surtout... La femme algérienne, elle a pourquoi je vous dis la femme algérienne est particulière? Elle ne délaisse pas sa famille par rapport à sa profession, mais elle peut pallier les deux. Elle peut réussir à sauvegarder sa famille, sa petite famille et son travail. Mais je dirais à ces jeunes... Elle est performante. Et je dirais à ces jeunes qu'elles ont toutes les capacités et les moyens de s'investir et de s'imposer, surtout avec toutes les technologies, cette technologie, l'IA, la digitalisation, tout ça, on n'avait pas tout ça avant. Mais avec tout ça, je pense qu'elles pourront arriver à ce que nous, peut-être, nous ne sommes pas arrivés encore, mais elles pourront s'imposer. Et sans oublier, il faut toujours tenir à notre passé, à notre parcours, Absolument. À notre histoire et à notre dignité. Et être libre, à vouloir demeurer libre, avec dignité. Voilà. C'est le message. Et que la responsabilité des enfants incombe aux deux parents, pas seulement à la se femme. fait. Il faut peut-être plus de commodité. De commodité. Voilà. Hein, des crèches. Tout à fait, tout à fait. Il y a actuellement beaucoup il y a beaucoup de moyens d'accompagnement pour la femme qui travaille. Il y a aussi énormément de couples jeunes, parce qu'ils se connaissent maintenant sur les bancs de l'université, ils se connaissent et l'homme n'hésite pas à aider sa c'est femme. fini. Oui. L'esprit, la rupture entre hommes et femmes, ils sont mariés, mais ils font comme s'ils étaient juste... Non, pas du tout. Aujourd'hui, les couples sont des couples. Et ils partagent tout, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça, c'est une avancée. C'est là les changements de mentalité. C'est là où on sent déjà qu'on évolue vers une mentalité beaucoup de cette fameuse liberté. Et la femme est déjà libre financièrement. Ça, c'est très important. La femme qui travaille a son salaire et l'homme ne lui demande pas son salaire. Chez nous, c'est tabou. Sauf si elle veut bien contribuer. Mais si elle ne veut pas, ça n'est pas obligé. C'est une culture ancrée ici en Algérie. Il faut quand même qu'on dise un mot, c'est très important.
la violence faite aux femmes. Tout à fait. Elle est partout dans le monde, mais comme on consacre cette émission aux femmes algériennes, Madame Wafia Sidoum, vous êtes avocate. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette violence qui, malheureusement, ne s'estompe pas? Non. Effectivement, la violence en tant qu'avocate, moi je vis et je vois tout ça quotidiennement. Il y a la violence physique, il y a la violence verbale aussi, il y a la violence psychologique, il y a la violence sexuelle aussi, il y a toutes ces violences, toutes ces formes de violence. Ça existe, ça existe. C'est vrai que depuis un moment, la femme, parce que la femme à l'époque, elle avait cette pudeur, elle ne pouvait pas déposer plainte, elle ne pouvait pas se plaindre ni à son père, ni à son frère, ni à l'État. Mais là, maintenant, la femme dit stop, elle n'accepte plus d'être violentée. Il y a eu des associations, via ces associations, on peut déjà dénoncer toutes ces formes. Il y a plein d'associations contre la violence faite aux femmes. Je pense que beaucoup de femmes vont vers ces associations, adhèrent, et elles racontent tout leur vécu. Comme il y a des femmes qui sont prises en charge par leurs avocats, et la justice rend bien les décisions contre ces gens qui font de la violence. Donc on dénonce, bien sûr, nous dénonçons toutes ces formes de violence, et je pense qu'il y a des lois qui régissent, il y a des lois et qui condamnent, qui régissent toute forme de violence. Toute forme de violence. On a quasi plus le temps. On a une petite minute que je partage en deux. Parlez-moi, dites-moi un mot par rapport à la violence, un mot par rapport à vos... à vos rêves, à vos travaux au futur, dans le cadre de votre métier. Madame, vous êtes cinéaste. Alors, moi, d'abord, je mettrai un petit bémol. Aujourd'hui, la violence faite aux femmes, elle est partout dans le monde. Oui. La violence, c'est dans l'être humain et quelque part, c'est à soigner. C'est le côté animal de l'humain qui l'emporte. Chez nous, il y a le côté, effectivement, la femme autrefois n'avait pas les moyens. Quand elle est battue, elle n'a pas où aller. Elle acceptait pratiquement. Aujourd'hui, non. Elle est libre financièrement. Elle peut casser, rompre cette relation sadomaso. Il n'y a pas. Et j'ai travaillé avec maître Aïdzaï dans une association qui avait donc comme thème la violence faite aux femmes. Elle était donc contre la violence faite aux femmes. Et il y a un travail à faire sur les mentalités. Parce que la femme battue, pour aller déposer plainte et pour soutenir sa plainte jusqu'au bout, il y a un travail à faire sur la personne. Elle va au commissariat d'à côté, elle dépose plainte, mais après, elle retire sa plainte. Pourquoi? Parce que déjà... Elle sait que sa famille va être ébranlée, elle sait qu'elle va casser une unité familiale, et là, elle encaisse, elle, pour sauvegarder ce qu'elle peut sauvegarder au sein de la famille. Mais aujourd'hui, il y a un travail qui se fait pour que les femmes ne pardonnent plus. Elle est battue. Un mot par rapport à vos projets, on n'a plus le temps. Alors, mes projets, je travaille sur un scénario pour une autre femme, mais sur le thème de l'amour. L'amour assumé par la femme. C'est Hiziya. Et donc, Hiziya, jusqu'à présent, on a parlé de la douleur de l'homme qui a perdu sa bien-aimée. Mais pas l'inverse. J'ai renversé la vapeur et je fais l'histoire à travers l'amour vécu par la femme dans une société. Qui va perdre son bien-aimé. Tout à fait. Et elle va en souffrir. Ah ben très bien. Non, elle n'en souffre pas. Mais elle le vit, comme elle le vit dans une société conservatrice sur tout ça. Elle va aller contre les tabous. Eh ben c'est bien d'en terminer avec des projets et des rêves comme celui-ci. Vous, madame, vous avez des projets, des rêves, un mot, un dernier mot? Mon dernier mot, d'abord, je pense que je suis arrivée quelque part à transmettre tout ce que je viens de dire déjà à mes filles. Parce que les deux, une qui est dans la recherche, dans l'immunologie, qui a fait un stage à l'Institut Pasteur, dirigé par Yasmine Belkaïd, une femme algérienne, qu'on salue. Peut-être que ma fille est en train de suivre ses pas. Et ma deuxième fille, qui est chef, nommée par arrêté préfectoral, un métier qui a tout le temps souvent été tenu que par des hommes.
déjà, je pense que quelque part, j'ai transmis. Maintenant, toutes mes consoeurs, j'ai toujours dit, je dis particulièrement à Bouira parce que je suis de Bouira, même si mon cabinet maintenant est à Alger, mais toutes mes consoeurs, toutes les jeunes, je reste à leur entière disposition. Je reste à leur entière disposition à les aider dans leur parcours, et je voudrais rendre hommage à toutes ces consoeurs. Une consoeur, pendant ce mois sacré, qui travaille, et l'après-midi, elle va dans une association préparer à manger pour les gens nécessiteux. Il y en a plein, il y en a plein. Et je rends hommage à Maître Bécher Rania qui est décédé, qui était le bras droit. Comment il s'appelle? Maître Bécher Rania de Bouira, qui est décédé suite à une longue maladie et qui était, elle, chargée de la formation des jeunes avocats. Très bien, ce fut un énorme plaisir. Je peux vous garantir que vous êtes désormais dans mon carnet professionnel et je vous rappellerai, parce que nous allons venir très régulièrement en Algérie pour rencontrer des dames aussi ravissantes intellectuellement. Merci. C'est tout? Ah non, et tout le reste, bien sûr. et tout le reste. Avant de prendre congé de vous, chers téléspectateurs, permettez-moi un hommage très personnel. Ce soir, mes pensées vont vers une femme qui a été tout au long de ma vie une lumière, une boussole, une source inépuisable d'amour et de courage. Elle s'est éteinte en janvier 2013 sans que je puisse lui dire au revoir. Pendant des années, ce vide est resté là, silencieux. Ce n'est qu'en 2022 que j'ai enfin pu me recueillir sur sa tombe et commencer doucement à apprivoiser l'absence. Cette femme, c'était ma mère, et son amour continue d'éclairer chacun de mes pas. Madame, Monsieur, l'émission prend fin. Merci de l'avoir suivi. À très vite.